Lettre mélomane 2021-09. Nous commençons par un concerto de Wilhelm Andriessen, 1887-1964. Alors c'est un concerto sans éclat, sans couleur, où l'orchestre et le soliste sont amalgamés et aucune thématique n'émerge de l'ensemble, sinon une vague mélodie aux cordes, dans un tempo lent, notamment pour le premier et le deuxième mouvement. Alors, quant au dernier mouvement, il ne parvient pas non plus à atteindre une certaine dynamique, donc une inertie quasiment totale, et au milieu de cette inertie, curieusement, quelques velléités de traits qui peuvent être même passablement virtuoses, et très étonnant surtout, dans l'introduction du premier mouvement, eh bien, il y a un passage qui évoque très précisément un motif bien connu, non pas le motif principal, mais un motif pianistique tout de même bien connu, du concerto numéro 1 pour piano de Tchaïkovski. Et ce motif est repris dans la dernière partie du troisième mouvement. Donc tout cela est assez inexplicable par rapport au style général de ce concerto, par rapport à cette léthargie qu'on peut constater pour ce concerto. Donc voilà, je n'en dirai pas plus sur ce concerto que, évidemment, je ne conseille pas d'écouter. Alors nous passerons tout de même un peu plus de temps sur la sonate pour piano de Korte Oldrich František, 1926-2024. Alors c'est une œuvre qui est très bizarre dans la mesure où elle intègre des éléments qui sont classiques, mais vraiment très très classiques, et des éléments modernes, quoi qu'il s'agisse d'un modernisme qui ne soit pas excessif. Parfois des harmonies qui peuvent être très élaborées, qui peuvent être très fascinantes dans le premier mouvement. Malheureusement, c'est un mouvement qui s'appuie sur un thème principal très classique en forme de ritournelle, et ce style, en particulier donc cette mélodie, ne s'accorde pas du tout avec l'ensemble plus moderne de la sonate. Alors des passages vides, malheureusement, et les autres mouvements de cette sonate en trois mouvements sont très touffus, et surtout touffus dans le sens du modernisme. Ils ne me paraissent pas traduire le même intérêt que le premier mouvement. Alors donc un premier mouvement d'un certain intérêt que je conseillerais d'écouter et auquel j'ai attribué tout de même 2 étoiles. Passons à Lara, Manuel Manrique de Lara, 1863-1929. Alors nous avons déjà rencontré Manuel Manrique de Lara à propos de sa symphonie en E mineur datant de 1892. Alors que ici, l'œuvre que nous considérons, l'Oresti, qui est une trilogie symphonique, date de 1890. Et je dois dire que cette Oresti me paraît de bien meilleure qualité, tout au moins pour son dernier mouvement, que la symphonie en E mineur. Alors apparemment, le style symphonique sous forme de poème symphonique convient beaucoup mieux à Lara que la symphonie pure. Alors une orchestration qui est massive, qui est sourde, qui évite toute manifestation de brillant, des accents parfois avec rien. Néanmoins, une tension lyrique intense, sans jamais cependant d'envolée lyrique. C'est une orchestration qui est tout de même très, très confinée. Alors, très peu de bois, mais surtout les cordes dans le grave ou le mezzo grave, et des cuivres qu'on entend parfois un peu trop, mais jamais en dissonance, ce qui est le point très positif de cette œuvre. L'élément principal de ce style, à mon avis, c'est la lenteur qui domine les 2 premiers mouvements,
surtout le premier. Alors une lenteur qui est positive, mais qui parfois se perd tout de même dans des longueurs préjudiciables. Le meilleur mouvement, eh bien, c'est certainement le dernier qui contient des mouvements d'amplification, des crescendo, et qui présente une grande variété de thématiques sur un rythme qui est un peu plus animé que les mouvements précédents. Pour revenir au style symphonique, je pense que ce symphonisme réfère beaucoup plus finalement à Bruckner qu'à Wagner, et nous retrouvons de Bruckner cet aspect très massif et très homogène de l'orchestration. Donc une œuvre que je conseille, et notamment pour le troisième mouvement. Sterkel, Franz Xaver, 1750-1817, et nous nous intéressons à son concerto numéro 1 pour piano datant de 1785. Alors, c'est une très belle œuvre, à mon avis, qui s'inscrit tout à fait dans la recherche d'un style lyrique nouveau, sensible à la fin du XVIIIe siècle de la part d'un certain nombre de compositeurs. Alors, style qu'on peut dire même très précoce par rapport à d'autres compositeurs qui ont versé dans cette nouveauté. Alors en particulier, c'est un style qui est beaucoup plus élaboré que celui des concertos de Hummel, dont la réputation de précocité dans ce sens-là, à mon avis, est très surfaite. Mais on pourrait signaler d'autres compositeurs tout de même qui s'inscrivent dans cette lignée, par exemple Kramer, qui est revenu beaucoup aux effets scarlatiens, et c'est le cas de Sterkel également, et c'est le cas aussi de Hyacinthe Jadin, qui revient beaucoup sur ses effets scarlatiens. Et sur le plan symphonique, eh bien, c'est peut-être Corrette qui est le plus en avance, mais on pourrait citer bien d'autres musiciens qui ont manifesté de la précocité dans le sens de la recherche d'un nouveau lyrisme à la fin du XVIIIe siècle. Dietersdorf, naturellement, mais on pourrait citer Ducek, Ries et aussi Gianella Viotti, lui qui est un violoniste. Pour revenir à ce concerto numéro 1 de Sterkel, eh bien, la partie symphonique dans le premier mouvement apparaît très très recherchée sur le plan de la superposition des registres, et c'est une qualité majeure de Franz Xaver Sterkel qui apparaît notamment aussi dans ses symphonies. Alors le second mouvement est moins dense thématiquement, mais il s'impose tout de même par une partie pianistique qui est d'une thématique très complexe, et ceci malgré un tempo lent. Et en revanche, alors le troisième mouvement, pour moi, est vraiment un échec. Des motifs compassés et un retour au style de la musique galante, vraiment la plus éculier. Alors notamment, on retiendra un motif au hautbois et piano, donc qui est, à mon avis, d'une écoute particulièrement intolérable. Alors on pourra accepter tout de même un passage plus lent, qui est nostalgique et rêveur, mais qui me paraît insuffisant pour relever le niveau de ce mouvement. Donc au total, une œuvre qui est remarquable, si on la compare à la littérature pianistique de l'époque, et qui se situe certainement parmi les œuvres les plus avancées dans la recherche d'un lyrisme romantique. Nous passons à l'œuvre revisitée, qui nous introduit justement chez un des compositeurs qui s'est le plus investi dans la recherche d'un style nouveau à la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, c'est Krumholtz, Johann Baptiste, 1742-1790. Alors lui, Krumholtz, a excellé, à mon avis, dans les deux types de styles, c'est-à-dire dans le style de la musique galante très, très pure, et aussi dans le développement
qui mène à un nouveau style. Alors nous allons considérer ici sa sonate en F majeur, donc pour flûte et harpe, qui est très caractéristique du style de l'école de Mannheim, et sans tout de même verser dans les évidences tonales, dans les banalités thématiques qu'on trouve dans cette école. Alors une œuvre très, très sémillante, très subtile sur le plan rythmique et très dense sur le plan thématique, notamment le tempo di minuetto, donc, qui comprend un passage aussi très émouvant en modulation, des ruptures rythmiques, notamment dans ce mouvement. Alors le second mouvement lent, qui est la romanze, impose un thème principal unique, mais qui est particulièrement beau, bien qu'il soit de nombreuses fois réexposé. Alors le style de Krumfol, c'est un style tout de même extrêmement très subtil, qui se caractérise par l'utilisation des petites touches qui pourraient même préfigurer le style de Gabriel Fauré sur ce plan tout au moins. Donc c'est une œuvre que je conseille particulièrement.